Avec les débatteurs du jour qui sont là. Arnaud Benedetti, bonjour. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Vous avez publié Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir. Livre passionnant pour ceux qui s'intéressent à la politique. Merci. Et non, mais c'est période de fête, ça peut être. Nos auditeurs nous écoutent, cherchent des idées. Si vous avez dans votre entourage, des gens que la politique passionne et en particulier qui ont envie de lire un livre qui n'est pas forcément qui sort des sentiers battus, allez-y. Michel Taube, fondateur du site d'opinion, d'information opinion internationale. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. David Corcero, bonjour, député Modem du Val d'Oise. Et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour à vous. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Nous allons, comme on le dit, débriefer l'intervention d'Emmanuel Macron qui n'a pas été très suivi hier. Gilles Gansman nous le rappelait, un peu plus de 3 millions de téléspectateurs, très mauvais score sur les ménagères, battu par M6. Donc score décevant pour le président de la République. On va parler de ces faux passes en circulation et puis de ces Français qui estiment que le pays est moins sûr depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et je crois, Arnaud Benedetti, que vous voulez parler également de la SNCF et de cette grève. On va en parler avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce qui a retenu aux uns et aux autres votre attention. Nicolas Corato, allons-y, c'est Noël. Oui, c'est l'esprit de Noël et moi je voulais juste un petit coup de cœur pour les théâtres et les salles de spectacle, pour les soutenir et pour qu'on les soutienne à l'occasion des fêtes. Il y a beaucoup d'offres théâtrales, d'offres de très grande qualité partout en France à des prix très accessibles. Et malheureusement, du fait des contraintes sanitaires, mais aussi de l'annulation de beaucoup de comités d'entreprise à cause du regain d'activité sanitaire du virus ces derniers temps, il y a beaucoup de places libres et il y a beaucoup de salles de spectacle qui ne remplissent pas leurs salles. Et je voulais simplement dire à tout le monde que c'est bien aussi d'offrir des pièces de théâtre à Noël. C'est bien aussi d'aller au spectacle à Noël. C'est une période formidable pour aller s'aérer la tête. Ça coûte pas plus cher qu'une enceinte connectée, une soirée au théâtre, mais ça laisse beaucoup plus de souvenirs et ça fait beaucoup moins de bruit dans le salon. Donc moi j'incite tout le monde à aller au théâtre, aller au spectacle. Ça fait un bien fou, on en a tous besoin et eux aussi. Voilà. Vous avez raison. Lundi ou mardi prochain, on va recevoir la directrice générale d'une société qui s'appelle Culture Box et qui permet d'offrir des box. Vous savez, ça marche très bien, ces box pour les sauts en parachute, les repas à offrir. Et donc là, ce sont des box culture. C'est-à-dire que vous achetez comme ça, vous pouvez après, vous offrez 4 places et en vous inscrivant sur leur site, on vous donne la possibilité de choisir votre spectacle. Et vous avez tout à fait raison parce que le spectacle souffre. Ce serait intéressant de savoir si le pass culture qu'a créé le gouvernement a augmenté l'affluence dans les théâtres et les lieux de culture. Je vous avoue, j'en sais rien. C'est pour les jeunes. Mais c'est pour les jeunes. Ouais, mais je suis pas certain que c'est ce chemin qu'ils aient pris. Après, je sais qu'ils ont acheté beaucoup de mangas avec exactement. ça. Oui. David Corcero. Le pass culture est beaucoup plus large que ça. Ouais. C'est une offre culturelle beaucoup plus large, qui n'est pas réservée uniquement qu'au spectacle. Vous avez l'accessibilité aux livres. Ça aurait peut-être bien le concentrer sur une offre. Non, ça marche pas sur multimédia. Tout ce qui est culturel, les musées, donc automatiquement. Après, comme c'est réservé qu'à une tranche de la population, que ceux qui ont 18 ans, et après ils peuvent l'étaler dans le temps. Donc moi je sais que sur ma circonscription, les jeunes que j'ai rencontrés, eux ont dit on avait vraiment un vrai besoin en termes de livres scolaires, donc on a utilisé une partie là et on attend après les fêtes de fin d'année pour utiliser la suite. Allez-y pour votre coup de cœur. Moi je vais me faire une auto-pub aujourd'hui. On a rendu hier notre rapport sur la précarité étudiante et sur les difficultés que les étudiants peuvent avoir, et on a remis quelques propositions. Le but c'est de vous en donner quelques-unes parce que on a eu un très beau papier dans Le Monde hier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. Aujourd'hui il existe des choses simples qu'on pourrait faire. Aujourd'hui la précarité étudiante dans le logement étudiant, c'est 60% du budget d'un étudiant aujourd'hui. La moyenne c'est 484 €
Voilà. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, c'est comment est-ce qu'on peut aider les étudiants à se loger. Il existe des choses qu'on pourrait faire simplement. Vous savez qu'aujourd'hui, on construit essentiellement des T3 et des T4 qui restent des fois libres et disponibles, sur lesquels on pourrait faire de la colocation. Sauf qu'aujourd'hui, la loi Elan le permet, mais c'est pas forcément mis en pratique. Donc c'est aussi une solution qui permet de partager un logement à plusieurs. On a aussi relevé quelques points où, par exemple, quand on a les APL et quand on change de département ou de région, eh ben on perd ce droit, il faut recommencer le dossier. Et c'est compliqué pour un étudiant. Aujourd'hui, avec un smartphone, ça serait très facile de pouvoir le faire. Sauf que, comme on change de région, la CAF ne suit pas. Donc, automatiquement, on a 2 à 3 mois où il faut attendre. On propose aussi des choses assez simples à mettre en place. Quand on passe du vie d'étudiant à une vie active, on propose que ces aides soient maintenues pendant 3 mois. Ce qui permet aux jeunes de ne pas pouvoir se dire il faut quitter le logement, partir dans l'urgence, et surtout pouvoir se dire comment je peux préparer mon départ. On a un point aussi important, c'est qu'aujourd'hui on propose dans les lycées de faire plus de pédagogie sur les difficultés du parcours étudiant post-bac. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est fait par une association étudiante et qui fonctionne bien. Donc on propose de généraliser, voilà, tout simplement. Mais oui, c'est des villes où on peut à peine pas du tout se loger. Hein. On se retrouve dans un petit instant, c'est l'heure du journal. On est ensemble sur Sud Radio, on va parler de la grève à la SNCF, on va parler d'Emmanuel Macron hier soir qui commentait Emmanuel commentait le bilan du président de la République. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on va parler évidemment de l'intervention du président de la République hier soir. Quoique, il y a tellement peu de gens qui l'ont regardé. Enfin, tellement peu de gens, 3 millions de personnes qui l'ont regardé. Mais c'est tout simplement 10 fois moins. Non, mais la question c'est est-ce qu'on doit en parler sur le Covid, Est-ce qu'on doit en parler Non, mais 3 millions, c'est 10 fois moins. Mais je sais. C'est énorme. Non, c'est un flop total. C'est un camouflet complet. C'est un flop total. Ça prouve que les Français sont quand même très intelligents. On va parler de la grève à la SNCF à la veille des vacances de Noël, des faux passes en circulation et des Français qui estiment que le pays est moins sûr depuis le début du quinquennat. Alors, on va continuer. Vous, Michel Taube, votre tour de table. Alors moi, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule, je le dis d'entrée. Ouais. Mais j'ai trouvé ça vraiment, sinon insolite, du moins pas dénué d'intérêt. Au Danemark, les autorités danoises ont décidé de louer des cellules de prison au Kosovo pour y mettre 300 prisonniers étrangers qui ont purgé leur peine et qui sont en instance d'expulsion dans leur pays d'origine, mais dont les pays d'origine ne veulent pas les reprendre. Donc en fait, ce que le Danemark a décidé, c'est de louer des places de prison au Kosovo. Comment vous pouvez mettre des gens en prison et ils vont les envoyer au Kosovo pour en attente dans 6 mois, 1 an, 3 ans, de pouvoir être expulsés dans leur pays d'origine. Alors je précise bien, je n'ai pas dit si c'est pour moi un coup de cœur ou un coup de gueule, je ne sais pas quoi en penser, mais puisque on n'arrête pas de parler dans les débats de l'élection présidentielle des problèmes d'immigration, d'insécurité, de surpopulation carcérale, et qu'on en parle beaucoup sans évoquer des solutions, je trouvais que c'était intéressant de porter ça à la connaissance j'avais pas bien compris. Voilà. Je vois, en gros, le Danemark veut louer au Kosovo des cellules de prison pour y envoyer des détenus qui sont étrangers, donc ils n'ont rien à voir avec le Kosovo. Bien sûr, le Kosovo ne servirait que d'hébergeur, entre guillemets, parce qu'ils ont de la place, en gros. Parce qu'ils ont de la place. Et parce que, également, attention, c'est très important. Quel est l'état des prisons au Kosovo ? Évidemment, mais c'est pour ça je dis bien que je n'adhère pas forcément à cette idée-là. Mais ce que je veux dire, c'est quand même pour souligner le fait que par rapport, c'est pas qu'un problème français, c'est un problème qu'on a dans toute l'Europe, et que chaque pays essaie de trouver des solutions, en sachant encore une fois qu'il s'agit là d'étrangers qui ont purgé leur peine, mais il reste une peine, c'est l'expulsion. Mais comment vous pouvez mettre des gens en prison alors qu'ils ont purgé leur peine ? Les Pays-Bas ont déjà recouru à cette solution en faisant héberger, entre guillemets, des étrangers en instance d'expulsion au Danemark et à un autre pays voisin. Voilà. Mais j'ai pas dit que j'y adhérais. J'ai dit juste que ça vaut le coup pour nourrir la réflexion. Mais ça veut dire que le Danemark n'a plus de place ils n'ont plus de place de prison suffisante. C'est pour ça qu'ils ont décidé. Ils ont moins de gardiens de prison et ils ont moins de cellules. Nicolas. Oui, peut-être préciser que je ne connais pas exactement le dossier, mais le Danemark est un pays qui a une politique en matière de prison très particulière, puisque c'est un pays qui a un objectif, alors c'est caricatural de dire ça, de 0 prison. C'est un pays qui recherche des solutions, des sanctions pénales qui ne passent pas prioritairement par la case prison. Donc ceci explique peut-être cela, et notamment cette recherche de lieu.
Après, tout ça me paraît assez baroque et assez limite en matière de droit international. Oui, c'est intéressant de le souligner. J'ai complètement compris. Peut-être préciser que des lieux où des gens sont retenus sans être coupables, ça existe, y compris en France. Ça s'appelle des centres de rétention. Oui, mais une fois que vous avez purgé de leur expulsion, alors qu'ils sont innocents. Mais c'est pas la même chose. Ils ont purgé leur peine. C'était ma question. Mais la population carcérale a bondi 19% au Danemark. Il y a 4000 personnes en prison, ce qui représente un taux d'occupation qui dépasse les 100%. Voilà. Et pendant la même période, le nombre de surveillants a lui diminué de 18%. Ce qui souligne aussi l'échec de cette politique, de cette politique de trouver des solutions différentes. Voilà. Et juste aussi un point sur les Pays-Bas, qui sont juste à côté. Aux Pays-Bas, il y a une très forte baisse de la criminalité. Et notamment parce qu'ils ont développé une politique que moi je défends, on a un député avec nous, et je pense que ça aurait été bien que ce soit repris depuis longtemps, c'est qu'aux Pays-Bas, il y a très peu de peines de prison avec sursis. En fait, lorsqu'il y a de la petite délinquance, des fortes incivilités, il y a des peines de prison courtes, immédiate. Et les personnes vont directement en prison, mais pour des périodes très courtes. Et donc l'effet dissuasif de la fonction pénale, parce que la politique pénale, ça sert à dissuader dès le premier délit. Ça marche aux Pays-Bas. Et moi, je pense qu'en France, on devrait faire la même chose. Plutôt que des jugements 2 ans après à des sursis ou des rappels à la loi dont les petits délinquants se moquent éperdument, je pense que c'est un très bon exemple qu'il faudrait suivre. Alors, un petit cocorico avant de vous donner la parole, Arnaud Benedetti. Figurez-vous que Paris, alors c'est pas tout à fait encore cocorico, mais on va y arriver. Paris est la 2e ville la plus embouteillée du monde. C'est quand même pas mal, non ? C'est une société américaine, INRIX, qui dévoile que Paris, donc ça fait qui était 6e. La première ville, c'est Londres, et Bruxelles est en 3e. Et je signale que Lyon fait partie du 25 des 25 villes les plus embouteillées au monde. Donc voilà, on a réussi cette. L'année dernière, c'était Bogota qui était considérée comme la pire ville. Et donc voilà, Paris, 2e ville la plus embouteillée du monde. C'est d'autant plus étonnant parce que vous citez Bogota, mais le Caire, enfin il y a plein de villes des pays du Sud la qui sont beaucoup plus embouteillées. La différence c'est que ça roule, il y a beaucoup de voitures, mais ça roule. Il y a à Paris, on est bloqué, 102 heures d'embouteillage. Merci Anne Hidalgo. On va dire qu'au moins elle aura réussi à avoir un record. Elle aura réussi à avoir un record. Mais c'est pour ça que c'est à mon avis une des raisons principales pour lesquelles sa campagne ne marche pas du tout, c'est que les Français savent très bien ce qu'elle a fait à Paris et qu'ils ne voudrait surtout pas qu'elle applique à la France, qu'elle applique à Paris. Allez, votre coup de gueule qui va nous amener sur notre premier sujet, Arnaud Benedetti. C'est un coup de gueule, c'est un constat attristé. C'est que une fois de plus, une grève à la SNCF en pleine période de vacances, qui plus est en période de fête de fin d'année. Donc au-delà du désagrément que ça pose, je crois qu'il y a 50 000 voyageurs là qui vont être touchés et peut-être plus, en tout cas surtout sur les lignes allant vers le sud-est. Ça pose évidemment d'énormes problèmes pour les familles, pour ceux qui veulent retrouver leurs parents, pour ceux qui veulent récupérer leurs enfants, enfin peu importe. Je vais pas insister là-dessus, mais je trouve que c'est encore un mode d'action qui me paraît un mode d'action totalement finalement archaïque. C'est-à-dire prendre en otage, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des Françaises et des Français qui vaquent à leurs occupations, qui ont plus traversé quand même des mois difficiles, les prendre en otage durant cette période pour faire valoir des revendications aussi légitimes soient-elles. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elles soient totalement légitimes. Il faudrait voir dans le détail. Je trouve que c'est des méthodes qui sont des méthodes archaïques et qui, d'une certaine manière, nuisent non seulement au dialogue social, mais à l'image aussi des syndicats. Donc c'est un constat attristé. Voilà, j'entendais ce matin que depuis 1947, il n'y a pas eu une année sans grève à la SNCF. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que depuis 74 ans... Alors, il faut juste un point apparemment comme la politique, ce qui est normal, la politique de remboursement de la SNCF vis-à-vis de ceux qui sont pénalisés est assez généreuse, puisqu'ils remboursent bien sûr la totalité du billet, plus ils fournissent un avaloir. Non, mais ça il faut le saluer parce que très souvent on critique la SNCF, mais ils fournissent aussi un avaloir pour ceux qui ne pourront pas effectuer leur trajet dans les délais impartis. Michel Taube. Depuis qu'ils ont annoncé cette menace de grève qui maintenant va passer à exécution,
moi je défends vraiment le modèle italien. Ah oui. En Italie, il est interdit par la loi de faire grève dans les transports publics ou privés à Noël et à Pâques. Donc franchement, moi je demande les candidats à l'élection présidentielle, engagez-vous à faire en sorte que au moins la semaine de Noël, la semaine de Pâques et les premiers jours de départ en vacances scolaires début juillet, qu'il soit interdit de prendre en otage les Français. Le droit de grève, oui, mais respectons quand même les familles, les Français. Enfin, je trouve ça mais vraiment insupportable. Il faudrait appliquer ce modèle. Non, mais qu'ils le fassent le 2 ou 3 janvier. Ils ont 360 janvier. Non, ça peut gêner quand même. Vous n'obtenez rien. Bah oui, mais vous gênez moins qu'à la veille des départs en vacances. Mais alors, David Corcero. Moi, ce que j'en pense personnellement, c'est que c'est la période festive de Noël qui commence. Donc ça veut dire que, comme tous les ans, à la même période, on a la même grève. Donc ça veut dire très clairement que depuis des années, quand vous parlez, exactement, ça fait 74 ans, ça veut dire qu'il y a un problème social à la SNCF. Et ça, faut pas le dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez posé le sujet, nous on s'est intéressé à l'accord. Pourquoi ils font grève? Ils font grève pour la simple raison, c'est qu'ils n'ont pas trouvé un accord salarial avec leur direction. Et je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne à la SNCF. Quand on propose un accord, il y a deux possibilités. Soit l'accord il est à plus de 50% par les syndicats, soit il est à moins de 50%. Mais quoi qu'il arrive, la direction a décidé d'appliquer l'accord. Les revendications, elles voulaient une hausse de salaire. La direction de la SNCF met une prime d'inflation à 600 € si les syndicats sont majoritairement à plus de 50%. Comme ils ne le sont pas, ils vont toucher 500 €. Donc 100 € de moins de ce que la direction proposait. La direction proposait une prime au travail de 220 € par an, revalorisée. Comme il n'y a pas d'accord, ils vont toucher que 200 €. Ouais. Et après, les revendications salariales étaient une revalorisation pour 61 000 personnes qui travaillent à la SNCF, qui sont en revenus bas. Mais comme ils n'ont pas trouvé d'accord, ça va ne concerner que 30 000 personnes. Attendez, on marche sur la tête quand même. Ouais. La direction met les moyens pour éviter et faire en sorte de faire en sorte qu'on n'ait pas de difficultés. Et vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faut que les syndicats, à un moment, ils assument leur choix. Aujourd'hui, les conditions salariales étaient réunies. Enfin, quand on donne ces montants-là, c'est quand même fou de se dire qu'aujourd'hui, les syndicats préfèrent ne pas signer un accord parce qu'aujourd'hui, ils vont avoir moins que ce qu'ils auraient beau avoir plus. On marche sur la tête. Ouais. Nicolas Corato. Oui, c'est bien d'être loin finalement, d'être en Zoom, parce qu'on a non pas plus de recul, mais le spectacle est assez intéressant. Donc en fait, si je comprends bien, le droit de grève, c'est en restant poli et en disant merci. C'est-à-dire, et c'est jamais quand ça gêne. Non, mais on peut vous renvoyer le compliment, Nicolas. C'est-à-dire que vous êtes aussi dans l'autre extrême. Il y a peut-être un juste milieu. Mais ne comptez pas sur moi pour critiquer le droit de grève. Même si je considère à titre personnel que cette année particulièrement, c'est pas un bon calcul stratégique je crois qu'on a tous parlé de la fatigue des Français, de leur besoin de se retrouver, de passer à autre chose, et je crois que cette partie du départ en vacances de Noël est absolument, quasiment vitale pour le pays. Ceci étant dit, moi je pense que ce qui est en cause, monsieur le député, vous avez raison d'insister sur les positions des syndicats. On peut aussi considérer que la direction de la SNCF est incapable de gérer le dialogue social dans son entreprise. Et ça non plus, c'est pas nouveau. Alors, je veux bien qu'on incrimine toujours les syndicats, mais parlons un peu de l'organisation de cette boutique qui fonctionne en silo, qui fonctionne avec des baronnies, avec des grandes directions sur lesquelles l'État, qui est quand même le propriétaire, n'a jamais osé refaire l'organigramme. Donc moi, je veux bien qu'à un moment, on dise que les syndicats bloquent, mais s'il n'y a pas d'accord, c'est aussi parce que la direction a mal organisé ce dialogue social. Deuxième point, et vous ne pouvez pas mettre ce sujet sous le tapis, ce qui braque également les syndicats, et pas que les syndicats, une grande partie des agents de la SNCF, c'est ce qui est en train de se passer sur l'ouverture à la concurrence, et notamment sur la différence entre ce qui a été dit et la réalité. Et notamment ce qui avait été dit, y compris par les pouvoirs publics, sur l'ouverture de la concurrence, c'était qu'on allait y aller mollo, qu'on allait y aller en faisant attention aux différentes situations. Résultat des courses, les cheminots ont découvert qu'il y avait déjà plusieurs liaisons Paris-Lyon, c'est-à-dire quand même la ligne historique, qui serait assurée par des trains à grande vitesse d'une compagnie italienne. Je pense qu'il ne faut pas mettre ça de côté. Ça joue également
dans la violence de ce conflit social qui dépasse très largement le niveau de l'accord salarial. Donc, il faut faire attention à l'avenir de cette compagnie qu'on appelle la SNCF, à laquelle on tient tous, parce que, et c'est mon troisième point, cet accord salarial, il avait quand même été travaillé pendant et après le confinement, en tenant compte également du travail fourni par les cheminots qui étaient en première ligne pendant que le pays devait continuer à tourner. Et que finalement, tout ça, ça me rappelle d'autres sujets de dialogue social qui sont dans l'impasse, par exemple à l'hôpital, par exemple à l'éducation nationale, où effectivement, il y a un moment où il va falloir qu'on rende à ceux qui ont été en première ligne une partie de la croissance qui est en train de déferler sur le pays et de manière très positive. Alors, il y a ce sujet-là du pouvoir d'achat partout, monsieur le député, et on ne peut pas uniquement imputer ça ou dire que c'est une histoire de dialogue social dans laquelle les pouvoirs publics n'auraient absolument rien à faire. On parle ici d'entreprise. Alors, on va y revenir, Arnaud Benedetti. On marque une petite pause et on revient et on aura un auditeur qui veut témoigner également. À tout de suite. Les débats avec vous, on va parler du président de la République, de son intervention hier soir avec Nicolas Corato, David Corsero, Arnaud Benedetti et Michel Taube. Alors, on va avoir un auditeur à propos de la SNCF puisqu'on parlait de ce préavis de grève, déjà des perturbations, en tout cas en Ile-de-France. Arnaud Benedetti voulait répondre... Non, une remarque. Moi, je ne remets pas en cause le droit de grève. Je dis que l'opportunité, le timing qui est choisi est un timing qui ne peut que hérisser la population et les usagers. Ça, je crois que si on faisait un sondage, je suis à peu près sûr du résultat. Et je rejoins quand même ce que vient de dire Michel Taube, c'est-à-dire la nécessité vraiment de légiférer au moins sur ces périodes-là, qui permettrait quand même de sanctuariser les déplacements. Deuxième point, sur l'organisation, c'est plus compliqué. Il faut quand même comprendre que moi, j'ai travaillé dans des établissements publics. Je sais comment se construisent des organisations. Elles sont très souvent, quand même, faut-il le rappeler, co-gérées avec les syndicats. Donc la responsabilité quand même syndicale dans la façon dont un certain nombre d'entreprises sont organisées, elle est réelle. Oui. Alors on a Xavier en ligne avec nous. Bonjour Xavier. Oui, bonjour Valérie. Écoutez, j'entends vos débats. Je voulais vous dire, je suis assez d'accord avec votre chroniqueur qui parlait des silos à la SNCF. Je vais vous donner un exemple. Ma fille travaille à la SNCF depuis 2009, où elle ne gagne le SMIC qu'en faisant des jours fériés, des week-ends, parce qu'elle est en dessous du SMIC, le salaire de base est en dessous du SMIC, et ils sont 50 000 comme elle. Et pour les silos, je vous donnerai l'exemple. Maintenant qu'est entré le privé dans une partie des lignes, et également les régions pour les TER, quand elle faisait un billet, elle émettait un billet, ça lui prenait 10 minutes. Aujourd'hui, ça peut prendre 1 heure. Et évidemment, derrière, on lui dit, mais pourquoi Parce qu'il faut une région, par exemple, Occitanie, si vous voulez faire un billet pour la Normandie, il faut se communiquer avec la région Normandie pour pouvoir avoir accès au logiciel qui permet d'émettre le billet. Alors ça, c'est une chose, c'est un peu technique, mais il faut quand même savoir que depuis 7 ans, pas une augmentation de son salaire. Voilà. Donc, et elle est gréviste ou pas? Eh bien oui, elle va être gréviste, elle est au guichet, parce qu'alors en plus, comme elle est au guichet, avec la grève, elle se fait insulter, elle a été obligée de prendre un arrêt maladie pour le Covid, parce que pendant le Covid, les gens étaient énervés quand ils voulaient prendre le train, ne voulaient pas mettre le masque, et des tas de choses comme ça, dont on n'entend jamais parler. Moi, j'ai regardé les chaînes info tout en vous écoutant. Oh, oui, c'est la prise d'otage, les pauvres Français ne peuvent pas partir à Noël. Oui, mais c'est vrai aussi. Oui, mais c'est vrai aussi, Xavier. C'est vrai qu'ils ont... Pour terminer, il y avait eu une grève en novembre, justement. Oui, c'est vrai. Justement en novembre, pas pendant les jours fériés, et qui n'a abouti à rien avec la SNCF. Je ne suis pas syndicaliste à la SNCF, mais il faut reconnaître qu'il y a eu une grève pour ça, et ça n'avait pas abouti. Je crois qu'aussi, la direction joue un peu sur le fait que c'est Noël, pour que justement les grévistes passent pour des méchants grévistes, comme pour l'histoire
du statut des cheminots, où on a tout fait passer comme ça. Oui, oui. Merci d'avoir appelé Xavier. Michel Taube. Ouais, moi je voudrais quand même dire deux choses. Moi je pense quand même qu'il y a un manque d'esprit de service public de plus en plus dans des syndicats qui mélangent considérations idéologiques, corporatistes et ce qui est quand même l'objet principal, c'est de rendre un service public, quoi. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose quand même qu'il faut bien voir, c'est qu'il va y avoir de plus en plus une ouverture à la concurrence. Et donc s'ils continuent à jouer comme ça, mais les gens ils vont vraiment se détourner de la SNCF, ils choisiront d'autres compagnies. Alors ça tarde à venir parce que justement ils se sont bien organisés pour retarder le plus longtemps possible cette échéance, mais voilà, quand il y aura de la concurrence, il faut qu'ils se préparent à ce qu'il y ait moins de grèves, parce que sinon ils vont vraiment perdre des parts de marché considérables. Oui, regardez, je pense à nos confrères de Radio France, quelle autre radio fait grève aujourd'hui, quel autre service public, ou France 2, France Télévisions, les grèves sont dans le service public, jamais dans le privé. Oui, Nicolas. Oui, il y a beaucoup aussi de grèves dans le secteur privé. On en parle beaucoup moins parce que c'est souvent dans des entreprises industrielles, etc. Mais il y a aussi des grèves dans le secteur privé. Beaucoup moins. De fait, donc c'est un peu une tarte à la crème, le droit de grève. Hein. Non, c'est pas une tarte à la crème, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel, sauf que quand vous êtes dans le privé, vous faites pas grève. En ce moment, c'est très tendance de dire que l'état de droit n'a pas d'importance, mais le droit de grève, c'est constitutionnel. Voilà. Donc on est d'accord. Mais tous les principes constitutionnels s'aménagent dans le respect de la Constitution. Je veux dire, c'est pas parce que c'est dans la Constitution que... Voilà. Mais je voudrais dire deux choses. D'abord, sur l'esprit de service public, rappelez quand même que, je le redis, pendant le confinement, heureusement que les trains ont roulé et heureusement que les cheminots et tous les ouvriers, les employés de la SNCF se sont mobilisés. Il faut le rappeler quand même. Il n'y a pas que non plus. Enfin, je veux dire, on ne va pas leur taper dessus, mais il n'y a pas que non plus. Mais c'est compliqué de dire qu'ils n'ont pas l'esprit du service public. En l'occurrence, on n'a pas dit ça. J'ai dit qu'ils l'ont de moins en moins au niveau de certains syndicats. Écoutez, Michel, pendant le confinement, ils l'ont eu de plus en plus. La deuxième chose, peut-être, sur le pouvoir d'achat. Tout ça, ce mouvement social, il tient à ça, et il tient à cette tension sur le pouvoir d'achat. Deux chiffres. L'inflation aujourd'hui, c'est 2,7%. L'augmentation du SMIC, c'est 0,9%. Ouais. L'écart, c'est les mouvements sociaux qu'on va voir fleurir dans ce pays à partir du printemps. Sauf que ça existe partout. Je veux dire, les bas salaires, regardez ce qui se passe dans la restauration, regardez ce qui se passe dans des entreprises où aujourd'hui il n'y a même plus de contrat, c'est-à-dire qu'on demande aux gens d'être auto-entrepreneurs. Mais très souvent, Valérie, c'est dans le service public, c'est parce que, effectivement, concrètement, dans le service public, on arrive mieux à s'organiser, qu'il y a une tradition syndicale beaucoup plus forte, que les mouvements partent et nécessairement, parfois, profitent aussi au secteur privé. Ça marche aussi comme ça. Mais il y a cette réalité, et que le gouvernement n'ait pas jugé bon de donner un coup de pouce au SMIC au 1er janvier, c'est un vrai sujet. C'est un sujet dont on va reparler dans les mois à venir. Sacha nous dit la SNCF a une avance sur les hôpitaux. Nous ne pouvons pas nous arrêter pour nous faire entendre. Nous travaillons avec de l'humain. Très juste. Moi, je voudrais renchérir. Je suis désolé, Nicolas, mais je voudrais encore renchérir en disant, je pense que la mobilité, ça fait partie des activités vitales pour une société. Et je ne sais pas si la SNCF fait partie des opérateurs d'importance vitale, qui sont justement des structures publiques ou privées d'ailleurs, qui remplissent des missions vitales pour la société. Mais moi, je considère que la mobilité, ça fait partie des activités vitales et qu'il faut ne pas les freiner, parce que ça a des conséquences. On parlait des familles qui ne vont pas pouvoir se réunir, mais ça va beaucoup plus loin. Ça crée d'énormes problèmes au niveau économique. Enfin voilà, il y a une responsabilité à avoir, et je pense que c'est important de le dire. Ça ne veut pas dire que je suis contre le droit de grève à la SNCF, mais je dis que simplement il faut trouver un équilibre. Nicolas, on est d'accord, l'eau ça mouille et la grève, ça embête les gens. La grève est un moyen d'action qui nécessairement crée des contraintes. Pardon, les grèves douces, ça n'existe pas. Une grève, c'est nécessairement Mais il y a c'est pas vrai, Nicolas. Il y a des grèves. Je suis pas d'accord. Les grévistes dans les hôpitaux mettent des brassards. Oui, et on a vu à quel point ça fonctionnait dans les hôpitaux. Alors là, je peux vous dire que ces hôpitaux, oui, ça a bien fonctionné. Hein. Je vous redonne les chiffres du Ségur de la Santé, si vous voulez, on peut en reparler. Hein. Il y a c'est simple, hein. 19 milliards. Donnez-moi un gouvernement qui a mis 19,2 milliards sur la table pour sauver les hôpitaux. Dites-moi, allez-y. Vous avez aussi des secteurs qui font grève et qui sont beaucoup plus perturbants pour la société que d'autres. Quand le service public de l'audiovisuel fait grève, vous changez de station, vous venez écouter Sud Radio par exemple. C'est beaucoup moins. Oui, sauf que quand vous pouvez pas prendre votre train
train, envoyer vos enfants, retrouver les grands-parents, le père, la mère. Donc voilà, c'est tout. C'est qu'il y a des gens qui ont un pouvoir, je mets des guillemets, un pouvoir de nuisance infiniment supérieur à d'autres. Ah bah si, c'est un pouvoir de nuisance. Non, mais clairement, oui, on peut le dire, oui. Non, donc droit de grève, oui, mais bon. On marque une petite pause, on va parler d'Emmanuel Macron, 2 heures hier sur LCI et TF1 pour faire le bilan de son mandat. Il n'a pas annoncé sa candidature, mais bon, voilà, à tout de suite. Hier soir, Emmanuel Macron était donc l'invité de TF1 et de LCI, un entretien enregistré dimanche dernier. Il a fait le bilan de son mandat, il n'a pas annoncé sa candidature. Alors il a annoncé que nous étions quasiment à l'obligation vaccinale, qu'il assumait le quoi qu'il en coûte. Le résultat est là, le chômage est au plus bas depuis 15 ans. Il a reconnu qu'il avait eu des mots qui avaient pu blesser, mais en même temps que c'était un peu sorti du contexte. L'affaire Benalla, une affaire d'été, a-t-il dit, et il défend la suppression de l'ISF qu'il assume totalement. Un entretien qui n'a pas été très suivi, 3 millions de téléspectateurs, un peu plus de 3 millions de téléspectateurs, très peu de ménagères, c'est-à-dire de femmes de moins de 50 ans responsables des achats. On peut dire que c'est un flop quand même, un flop d'audience. Il n'y a pas eu grand monde devant la télé. Les retours, c'est que c'était assez chiant. Il n'y a pas d'autre mot, assez laborieux. Carrément cash. Oui, laborieux. Exercice d'autosatisfaction, c'est ce qu'on a alors peut-être demandé à Arnaud Benedetti. Vous avez été obligé, puni. Oui, non, moi je l'ai regardé. Je l'ai regardé parce que je le commentais et je devais l'analyser ensuite pour un quotidien. Bon, la réalité, c'est que déjà, les conditions de fabrication de cet événement posent problème. C'est-à-dire que c'est un événement qui a été enregistré 4 jours avant. On sentait que les journalistes étaient dans un exercice qui était quand même pas dans un exercice extrêmement critique vis-à-vis de l'interviewé. Donc, on avait quand même... disons, un produit de communication qui, d'une certaine manière, laissait assez peu de place au regard critique et à l'analyse critique. Donc ça, c'est un premier problème. Ensuite, le déroulé, si vous voulez, moi j'ai trouvé que le président, d'abord, était dans une sorte d'égo-communication, c'est-à-dire que il a beaucoup parlé de lui, il nous a expliqué qu'il avait changé, qu'il avait appris ce qu'étaient les inégalités, suite notamment à la crise sanitaire. On avait l'impression que finalement il avait fait son stage de l'ENA, non pas en préfecture, mais à la présidence de la République. Moi je trouve quelque part c'est un peu gênant. Bon, je caricature, mais enfin il y avait de ça. Ensuite, moi ce qui m'a frappé le plus quand même, après, quand on essaie de faire un peu une analyse politique, c'est que il a quand même donné des clins d'œil plutôt sur son centre-gauche, clairement. C'est-à-dire que le poids du contexte politique aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que il a une candidate qui, du côté de la droite républicaine, a un peu changé la donne depuis 3 semaines, enfin depuis 15 jours, on voit bien qu'il essaye de rééquilibrer sur sa jambe gauche, parce qu'il sait très bien que sur sa jambe droite, il a une concurrence aujourd'hui qui devient une concurrence quelque part qui est gênante. Notamment quand on l'entend sur l'immigration, même sur la dette. Je trouvais qu'il avait un discours qui était plutôt un discours qui pouvait en tout cas parler à cet électorat-là. Après, quel sera l'effet ? Moi, je pense qu'il sera à peu près nul. C'est-à-dire que, en effet, les gens qui soutiennent Macron trouveront parfait ce président, et que ceux qui sont opposés à Macron lui trouveront évidemment tous les défauts de la terre. On peut se poser la question de l'intérêt de cette interview, de cet exercice. Un président qui finalement s'est répété. Ouais, peut-être convaincre ceux qui sont encore dans l'hésitation. Non, moi je trouve que ça traduit surtout, moi il me semble, je le surinterprète peut-être, mais ça traduit une forme de fébrilité par rapport à une concurrence politique qu'il n'attendait peut-être pas forcément. Oui. Michel Taube. Nous connaissons tous un auteur célèbre qui a écrit un livre qui s'appelle Le coup de com' permanent, qui s'appelle Arnaud Benedetti, ici présent. Franchement, c'était un coup de com'. Moi, j'ai trouvé ça, effectivement, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu aucune annonce. Il y a eu, comme tu le disais, c'était un égo-communication, mais franchement, quand on apprend qu'il n'y a eu que 3 millions de Français qui l'ont vu, j'insiste là-dessus, c'est 10 fois moins que lorsque le président de la République s'est adressé aux Français pendant la crise Covid. C'est quand même un aveu d'échec. Vous en tirez quoi comme enseignement ? Ça veut dire que les Français n'ont pas eu envie de le voir ? Non, mais en 2012, Nicolas Sarkozy, il avait fait à peu près la même chose. Il s'était aussi invité sur les plateaux de télévision, alors qu'il était chef de l'État et qu'il était... Oui, mais 2 mois après... Oui, mais 3 mois après, il a perdu l'élection présidentielle.
faut bien se dire une chose, c'est que les Français ne sont pas dupes. Et à mon avis, ils n'apprécient pas. Et cet échec d'audimat, à mon avis, en dit long. Sur un autre point, c'est que les sondages, selon moi, depuis des mois, surcotent Emmanuel Macron. Et le fait d'avoir que 3 millions de Français qui le regardent, alors que ça a été annoncé, ça a été teasé par TF1 très très fortement, je pense que c'est une forme de défiance pour Emmanuel Macron. Et que ça doit beaucoup les inquiéter au niveau de son entourage, parce qu'encore une fois, c'est un échec politique. Alors après, il y a d'autres choses à dire, mais... Oui. Je laisse la parole. Oui, alors, David Corcero. Écoutez, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'étais en conseil communautaire, donc je ne l'ai pas vu, donc j'ai regardé un best-of. Non, en replay, et puis je l'ai écouté. Écoutez, moi il y a 2 points qu'on peut voir. Moi, je pense qu'on a vu un président avec un regard lucide et réel. En tout cas, moi, c'est l'analyse que j'emporte sur son bilan sur les 5 ans, avec beaucoup d'analyses qui pouvaient parler à tout le monde pour ceux qu'on regardait, avec un peu de hauteur sur les réussites et les échecs. Moi, c'est ce que j'en déduis. Et après, quand on parle de 3 millions, vous savez, on est quand même en période on est proche de Noël. Le débat présidentiel est très loin, la campagne présidentielle est très loin. Donc, je peux comprendre. Très loin, mais c'est mon analyse. Je peux comprendre que les gens n'avaient pas forcément envie de regarder. Après, voilà, je pense que ce qui m'a plus gêné, et c'est sur ça que moi j'ai vraiment eu plus de mal, c'est sur le débat qu'il y a eu après derrière. Le débat, sincèrement, il n'était pas du tout à la hauteur de la politique qu'on pouvait mener. Enfin, personne n'écoutait personne, ça donnait des chiffres. Mais juste après les explications, il y avait un débat avec... Un débat sur TF1, oui. Non, mais moi, c'est plus ça qui m'a choqué, parce que c'était totalement inaudible. Là, ils n'ont pas dû faire 3 millions, ils ont dû faire... Et justement, je ne sais pas quel est le niveau d'audience derrière, et je trouve que c'est pas du tout à la hauteur, et ça dégoûte les Français de la politique. Au contraire, ceux qui ont dû voir, ils étaient en plus déçus qu'autre chose. Voilà. Laurence nous dit, franchement ça vous étonne, c'est du Macron qui se félicite de tout va bien en France, repassez tous ces discours et vous verrez qu'ils sont tous habitués par une seule chose, le néant. Bon voilà, non je ne l'ai pas regardé. Le coût de l'obligation, nous dit Olivier, vaccinal presque atteinte, c'est l'apogée de la couardise un peu cynique. Voilà, donc des réactions plus que déçues, on va dire, critiques sur le président Nicolas Corato. Vous l'avez regardé ? Oui, et je crois qu'aujourd'hui, je suis condamné à être très minoritaire, comme d'habitude. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Et autant, et je ne suis pas du tout d'accord sur la forme avec Arnaud Benedetti, mais c'est une différence de perception. Autant j'ai du mal à suivre Emmanuel Macron dans ses interventions seul. Je trouve qu'il est très long, trop long. Bon. Autant j'ai trouvé que cet exercice, dans lequel il n'est peut-être pas nécessairement à l'aise, il l'avait plutôt bien réussi. Et j'ai trouvé que les journalistes, pardon de le dire, et notamment Darius Rochebin, mais aussi Audrey Marot-Crespa, étaient assez pédagogiques et didactiques. Moi, j'ai été intéressé par 2 choses. D'abord, j'ai trouvé assez malin le coup de l'émission Voiture Balai. C'est-à-dire, je solde les comptes notamment sur mes petites phrases, sur les accros. Et demain, je vous parlerai d'avenir. Et je vous parlerai de peut-être notre avenir en commun. Ça, j'ai trouvé ça assez malin. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la fabrique de la décision politique et que, avec une certaine sincérité, je pense, il a voulu expliquer comment il avait été confronté à la crise du Covid et comment il l'avait gérée ou qu'il avait voulu la gérer, y compris sans passer dans l'ombre un certain nombre d'autocritiques sur la manière dont lui et son gouvernement ont pu affronter cette crise. Moi, j'ai trouvé, très franchement, je ne sais pas si cette émission fera date. Juste pour Michel, oui, 30 millions, mais 30 millions, c'était quand on était tous devant l'écran pour savoir si on était confinés ou pas. L'enjeu n'était pas du tout le même hier soir. Hier soir, c'est une émission de pédagogie présidentielle comme on en a connu plein d'autres avec des présidents. Je pense qu'ils s'attendaient à beaucoup plus de des présidents, oui, certainement, avec des présidents précédents. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une inflexion, en tout cas en termes de communication chez Emmanuel Macron, qui n'était pas inintéressante. En revanche, je partage effectivement l'avis d'Arnaud Benedetti. Il y avait clairement des coups d'yeux au centre-gauche. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé cette émission intéressante, Arnaud. Mais je pense qu'effectivement, moi, j'ai trouvé un Emmanuel Macron qui d'une certaine manière, délestait un autre Emmanuel Macron, celui des petites phrases, celui parfois d'une attitude méprisante.
parfois d'une attitude blessante. Mais c'était pour qui? Il avait trois objectifs. Oui, ça dépend du public. Moi, j'étais peut-être dans la cible. Hein, il avait trois objectifs. Le premier objectif de montrer que l'exercice du pouvoir l'avait transformé intérieurement et donc qu'il avait finalement appris un certain nombre de choses. Il avait un deuxième objectif. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre? Il n'allait pas dire. Je pense qu'il n'allait pas dire autre chose. C'est-à-dire, encore une fois, c'était un exercice de communication purement. Et le deuxième élément, c'était de mettre un peu en perspective un mandat qui apparaît très éclaté comme ça et de lui donner une forme de cohérence d'ensemble et de montrer que, ah oui, il avait maîtrisé finalement les événements, nonobstant, je veux dire, les événements absolument improbables auxquels il avait été confronté, c'est-à-dire les gilets jaunes et la crise sanitaire. Mais pour moi, ça performe pas du tout. C'est-à-dire que je considère que c'est quand même un coup d'épée dans l'eau, son exercice. Et même pire, moi je trouve que il a voulu prendre un peu les Français par les sentiments, jouer un peu les séducteurs. Quand il dit vers la fin de l'émission, j'ai appris à aimer les Français. Enfin, moi j'ai trouvé ça extrêmement désagréable. Quand il dit, par exemple, j'ai décidé de laisser ouvrir les écoles le plus longtemps possible lorsqu'un maire m'a parlé en me disant je ne vois plus mes enfants dans ma commune, je ne sais plus où ils sont. Et qui dit un petit peu plus tard, j'ai été à Mulhouse dans un hôpital et je suis tombé sur des infirmières qui étaient tellement désemparées, etc., que j'en suis sorti avec la décision de faire le Ségur de la santé. Franchement. Enfin, arrêtons de faire croire que le chef de l'État est celui qui va, par des rencontres presque providentielles, prendre les bonnes mesures, alors qu'en fait, pendant toute la période, il n'y a eu que des mesures administratives, de rigidité, de carcan qu'il doit aussi assumer et dont il doit aussi répondre devant les Français. Et ça, évidemment, il ne l'a pas du tout évoqué. Donc, il y a un côté comme ça, prendre les Français par les sentiments, que je trouve assez désagréable en termes de mode de communication. Et je pense honnêtement que les Français ne sont pas dupes, quoi. Certains ont trouvé qu'il jouait. Arnaud Benedetti, est-ce qu'il jouait? Il surjouait, qu'il y avait un côté il a toujours cet aspect très théâtral. Il a toujours cet aspect un peu théâtral, un peu comédien, et donc je suis pas sûr qu'il était sursouligné hier par rapport à d'autres interventions. Mais c'est vrai que je trouve que, si vous voulez, ce qui ressort, et d'ailleurs quand on regarde un certain nombre de commentaires et d'observations et d'observateurs, ils disent que finalement ce qui ressort, c'est qu'il a plus parlé de lui qu'il n'a parlé du pays. Donc quelque part c'est un peu gênant, c'est-à-dire que si vous voulez, il va être maintenant exposé à un vrai dialogue avec les Français dans le cadre de cette élection présidentielle. Si vous voulez, l'émission c'était où va la France. Bon, je sais où va Emmanuel Macron, il va être candidat. Ça je l'ai compris, clairement. Mais c'était plutôt le bilan. Mais où va la France? Personnellement, on n'a pas véritablement eu de réponse à cette question. Mais c'était peut-être un peu survendu aussi. Un auditeur me dit, j'ai rarement entendu une phrase aussi moche qu'en 5 ans, j'ai appris à aimer les Français. C'est vrai que cette phrase, elle est un peu perturbante. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Et nous parlions de l'intervention du président de la République hier. Intervention enregistrée, intervention contestée par l'opposition qui souhaite que cette interview rentre dans les temps de parole de la campagne du candidat Macron, s'il est un jour candidat. On pourra en dire un mot. On a Pierre qui nous appelle de Toulouse. Pierre, je rappelle que vous êtes l'un des conseillers de Jean Lassalle. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Alors j'ai regardé et assez rapidement j'ai zappé. Je suis passé du professeur Macron au professeur de la Casa des Papel, qui était beaucoup plus intéressante. Et par contre, moi j'avais eu vent, et ça c'est de source sûre, que M. Macron ne devait pas se représenter si le problème du Covid n'était pas réglé en 2022. Et en l'occurrence, avec la 6e vague, j'ai l'impression que ce problème ne sera pas réglé. Et qu'il aurait dit à la personne qu'il avait en face que, enfin plutôt la personne lui disait que s'il n'y allait pas, lui, il allait y aller. Et cette personne, ce n'était autre que le cardinal Bayrou. Voilà. Donc, je suis étonné que hier soir, il ait donné l'impression de se représenter, sachant qu'en effet, le problème du Covid n'est toujours pas réglé, et que derrière, bien sûr, il pourrait y avoir un deuxième candidat, en l'occurrence François Bayrou, qui se lancerait dans l'opération. Alors là, vous êtes un peu Madame Irma, on Pierre. connaissait le Guignol.
Jean Lassalle, alors là, on en a... Écoutez, moi ce que je veux... soyez pas insultant pour Pierre, ça gentiment. En tout cas, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Monsieur Lassalle, s'il se présente, il va faire le même score qu'Anne Hidalgo, pratiquement, donc c'est pas mal. Vu combien elle s'effondre. Pierre, vous voulez répondre ? Oui, écoutez, pour le moment, nous on démarre à peine la campagne. Nous avons pas mal de choses en vue, et notamment, bien sûr, nous allons faire comment dirais-je, nous allons essayer, disons, de faire des meetings intéressants, parce que, comme vous le savez, Jean Lassalle est quand même extrêmement médiatisé, connu, on va dire, peut-être pas assez médiatisé. Il est actuellement en Corse, et il a fait hier la première de couverture d'un journal corse, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et puis moi je pense que, en effet, ce qui n'est pas encore mis en avant, c'est son programme, puisqu'il ne sera mis qu'en janvier, et que derrière, peut-être qu'à ce moment-là, il sera un peu plus invité. Moi, je dirais que, vous savez, je pense que cette campagne va démarrer dès le mois de janvier, et que pour le moment, bien sûr, on est encore juste aux prémices de cette élection, quoi, ni plus ni moins. Voilà. Alors, moi j'ai une question, puisque vous êtes dans la campagne de Jean Lassalle. Vous pensez qu'il aura ses 500 signatures ? Lui déjà, il les a quasiment. Alors, je ne vais pas dire qu'il les a, parce que sinon je me fais engueuler par la directrice de campagne. Mais disons que oui, il les a toujours beaucoup plus que Monsieur Zemmour, qui est à 300, d'après ce que j'ai compris, 300 personnes. La dernière fois, vous aviez dit qu'il dépasserait pas les 100. Donc là, puis de toute façon, je ne vois pas comment il ne pourrait pas les avoir. La dernière fois, j'avais eu vent qu'il en avait que 67 exactement, ce qui était vrai. Aujourd'hui, il en a peut-être 300, parce que forcément, entre-temps, il a fait le Zénith, donc c'est très bien pour lui, mais il est encore loin des 500. Merci Pierre de nous appeler, merci de nous être fidèles. Olivier, un message pour vous. Michel Taube, ce mépris des petits candidats de province comme Jean Lassalle n'est pas très démocratique, cher monsieur, c'est très parisien. Oui, mais traiter quelqu'un de guignol, c'est pas très... Non, mais parce que je pense effectivement que... moi j'ai toujours pensé, mais je sais que c'est pas apprécié, que pour l'élection présidentielle... on choisit le prochain président de la République. C'est pas des campagnes de témoignages ou de revendications particulières. Ça, c'est mon point de vue. Je vous confirme juste que sur le Twitter de François Bayrou, il confirme bien qu'il n'y a qu'un seul candidat qui sera derrière, et c'est bien Emmanuel Macron, s'il devait être candidat. Mais le si est important. Non, mais honnêtement, je veux pas parler à la place du président, mais Et puis dans la majorité, il y aurait un autre candidat potentiel, c'est plutôt le maire du Havre, c'est Édouard Philippe, si Emmanuel Macron ne se présentait pas. Mais écoutez ce que disait hier Emmanuel Macron à la question d'Audrey Crespo-Mara sur son engagement au-delà du quinquennat. J'ai l'impression que vous êtes un peu en campagne, Monsieur le Président. J'ai bien senti que c'était votre obsession. Vous essayez de me faire dire quelque chose. Est-ce que quand on élabore un projet à l'horizon 2030, on peut s'arrêter dans 4 mois ? Quand on veut faire la révolution, ce projet, je vais vous dire, si votre question est est-ce que vous vous projetez, vous avez de l'ambition pour le pays, les Françaises et les Français, au-delà du mois d'avril prochain, d'évidence. Et il faut aussi, comme mon fort intérieur, in petto, je consolide quelques éléments avant de vous donner une réponse sincère et ferme. In petto. Voilà. Donc, il doit consolider certains éléments. Alors, quels sont ces éléments ? Il veut choisir le moment où il sera candidat. Alors a-t-il intérêt à être candidat le plus tard, d'annoncer le plus tard possible, comme l'avait fait François Mitterrand en 88 au mois de mars. Comparaison n'est pas raison, on n'est plus tout à fait dans la même situation. Et c'était une période de cohabitation. Et le timing est très important parce que Nicolas Sarkozy avait dit que s'il avait eu 15 jours de plus pour faire campagne en 2012, il aurait battu François Hollande. Le choix est quand même très crucial. D'autant plus que le premier tour est plus tôt cette année. Exactement. Nicolas Corazzo. J'ai l'impression quand même qu'on est habitué désormais à avoir des campagnes qui ne ressemblent plus du tout au modèle passé et qui sont complètement surprenantes, il faut quand même le dire. Je sais que nous sommes tous des observateurs très aguerris, mais Valérie Pécresse était une vraie surprise. Voilà. Et il y en aura certainement d'autres, peut-être à gauche également. Et moi, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron pourra constamment reporter de manière assez confortable l'annonce de sa candidature. Ne serait-ce aussi parce que, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage qui est paru ce matin dans l'IFOP, que, y compris son socle électoral, est très impatient de le voir se déclarer.
sur les électeurs qui votent Macron, ils sont fondés ce matin à 70% en disant qu'ils veulent une déclaration de candidature de la manière la plus rapide possible. Donc, j'entends effectivement les précédents de François Mitterrand, qui sont les campagnes idéales de 88, l'époque de Jacques Pilan, etc. C'est super, bon. Mais je pense qu'il faut qu'on revoie un peu nos classiques à l'aune d'une période qui ne ressemble absolument à rien, avec quand même une pandémie qui plane et qui menace également la campagne électorale. Et ça, c'est un sujet central. Enfin, est-ce qu'on pourra tenir des meetings à partir de janvier? Est-ce qu'on pourra aller sur les marchés? Est-ce qu'on pourra faire du porte-à-porte? Enfin, tout ce qui fait aussi l'âme d'une campagne qui ne se résout pas à des émissions de télé ou à des débats télévisés est quand même aujourd'hui, non pas en suspens, mais largement menacé. Donc toutes ces questions-là, je pense que quand le président dit, et moi je ne peux pas faire le ventriloque du président ce matin, c'est pas vraiment mon rôle d'habitude, mais quand il dit j'ai des éléments à consolider, oui, il est quand même président d'un pays qui traverse une des plus graves crises de son histoire, donc on peut comprendre qu'il ait quelques éléments à consolider. En tout cas, moi, ça me rassure. Oui, mais enfin, il était en campagne hier, très clairement. Il est en campagne, clairement. Mais bien sûr, mais on ne peut pas non plus être... Je vous trouve très critique depuis le 4 décembre vis-à-vis de notre président de la... Ah, vous êtes censuré, Nicolas Corato, on ne vous entend plus. Censuré par la technologie. Censuré. Vous êtes là? C'est la victoire de Valérie Pécresse. Alors, là où je suis d'accord avec Nicolas Corato, c'est que l'éruption de Valérie Pécresse a changé la donne, et pourrait amener Emmanuel Macron à hâter sa candidature. Mais tant qu'il y aura la vague Covid, c'est ce qui explique l'émission. C'est ce qui explique, à mon avis, l'émission du 15 décembre. Mais en revanche, la reprise épidémique va certainement le conduire à attendre. On verra. On va pas jouer à Madame Irma. Olivier nous dit il veut être le maître des horloges, mais reste à savoir sur quel fuseau horaire. Effectivement, si Madame Irma, elle avait une boule de cristal et elle regardait. Moi, j'aimais bien Madame Soleil. Ah bon, écoutez, chacun sa Madame. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio.